Cher béni Déa, cher béni en Isaïa, bonjour et bonsoir. Bonjour à tous nos frères de par le monde, dans l'Asie comme dans l'Océanie, en Europe comme en notre mère, Katiopa, Afrique, Bantou, Kemet, Israélite, nos Amériques, nos Antilles, nos Caraïbes, Haïti chéri, Tribu Lévi, bonjour et bonsoir. C'est pour la suite de notre numéro qui concerne Vétière. Dans le dernier numéro, nous avons parlé de la bataille de Vétière, qui c'est la troisième bataille clé dans la lutte, dans le combat pour la liberté non pas pour le peuple haïtien, la liberté non pas pour le peuple noir, la liberté pour tout être humain, la liberté pour l'humanité tout entière. La bataille de Vétière. C'est l'épisode 2. C'est l'épisode 2 de la bataille de Vétière que nous intitulons la bataille de Vétière, la seule vraie bataille pour la cause de l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons avoir la bataille de Vétière, qui n'est autre que le triomphe de la raison humaine sur la barbarie bestiale de l'homme blanc, sur la barbarie bestiale de l'Occident. La bataille de Vétière, le triomphe de la raison humaine sur la barbarie bestiale de l'homme blanc, le triomphe sur la barbarie de l'Occident, le triomphe du bien sur le mal, le triomphe du vrai sur le faux, le triomphe de la vérité sur le mensonge, le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Aujourd'hui, nous allons avoir ce second épisode dans lequel nous allons approfondir davantage cette bataille. Cette bataille qui devrait être enseignée dans toutes les écoles dans ce monde. Cette bataille qui devrait être enseignée de civilisation en civilisation, de culture en culture, d'époque en époque, de société en société. Cette bataille qui représente l'humiliation, la défaite, la déchéance de l'homme blanc, de la barbarie, de l'Occident. Cette bataille a été gardée secrète, occultée depuis près de 200 ans. Et c'est le moment, plus que jamais, l'heure est arrivée pour que l'humanité fasse cette rencontre. La rencontre entre deux mondes, la rencontre entre deux esprits, la rencontre entre deux univers. L'univers de l'homme blanc et l'univers de l'homme noir, l'univers de la vérité et l'univers du mensonge, l'univers du bien et l'univers du mal. Vétière, une mémoire oubliée. Vétière, une gratification que Saint-Domingue a offerte à l'humanité tout entière, mais malheureusement mal connue, puisque gardé secret, cela n'a été jamais enseigné, que ce soit dans les grands livres d'histoire, que ce soit dans les grandes encyclopédies, que ce soit dans les grandes bibliothèques, dans les grands dictionnaires, que ce soit dans le monde de l'information. Vétière est restée cachée. Cachée à quelle fin? Cachée à quel but? C'est tout cela que nous allons voir avec vous. Cette bataille
Et si nous prenons bien, on aurait jusqu'à dire, comme nous l'avons déjà mentionné, que l'inexistence du mot vêtière dans les dictionnaires de grands noms propres, reconnus comme prestigieux et faisant autorité en Occident, voire dans le monde entier, cette inexistence, cette occultation n'est pas anodin. Il y a tout dans vêtière. Il y a tout. L'héroïsme et le symbolisme. Une fin et un commencement. Pour que le lieu et la bataille s'inscrivent comme repère de la reconstruction et de la reconstitution historique. Je reprends pour vous ceci. L'inexistence du mot vêtière dans les dictionnaires des noms propres reconnus comme prestigieux et faisant autorité en Occident, voire dans le monde entier, n'est pas anodin. Cette inexistence n'est pas anodin. Pourquoi? Puisqu'il y a tout dans vêtière. L'héroïsme, le symbolisme, une fin et un commencement pour que le lieu et la bataille s'inscrivent comme repère de la reconstruction, comme un repère de la reconstitution historique. Pourtant, jamais lieu d'histoire n'a été autant occulté par ses protagonistes même et par la suite par les historiens qui ont pris sur eux de penser et compter le passé du point de vue de ceux qui ne pouvaient opposer à la force de l'événement que sa mise sous silence. Michel Rohr-Trujillo, comment ne pas penser à lui en lisant ce livre? Le livre dont je parle, qui n'est autre que le livre de Jean-Pierre Le Gournec, La défaite de Napoléon en Haïti, l'armée indigène. Comment ne pas penser à lui en lisant ce livre de Jean-Pierre et en redirigeant cette préface? Donc, Monsieur Trujillo nous le rappelait dans son Silencing the Past. Il ne suffit pas à l'événement d'avoir eu lieu pour s'inscrire dans la mémoire. Il faut aussi qu'un pouvoir l'institue, le valorise. Le pouvoir s'accommode de ce qui est récupérable. Vêtière, dernière bataille qui consacre l'aboutissement d'une révolution anticoloniale, d'une révolution anti-esclavagiste, d'une révolution anti-raciste, d'une révolution anti-humaine. Portée par deux des révolutions les plus radicaux de l'armée indigène, le général Jean-Jacques Dessalines et François Capois, dit Capois la mort, est le tombeau militaire d'un régime inhumain, d'une intention raciste. C'est aussi pour cela que, pour l'histoire redirigée du lieu de la bibliothèque coloniale, Vêtière n'existe pas. Ce n'est pas seulement cette réalisation concrète de la liberté et de la dignité humaine par des acteurs jugés improbables
que le silence sur Vertières tente d'abolir, c'est d'abord et surtout la violence et l'inhumanité du système colonial et de la société qui a pensé et produit ce système que l'on tente de nier par voie d'oubli. Car parler de Vertières, c'est parler de la violence révolutionnaire en tant que réponse à la violence coloniale. Car parler de Vertières, c'est parler de la violence révolutionnaire haïtienne en tant que réponse à la violence anticoloniale, anti-esclavagiste, anti-barbarie, anti-tyrannique. Cité Capois la mort, disant: nous sommes hommes. François Capois a dit: nous sommes hommes. Donc, cité Capois la mort disant: nous sommes hommes. Cité Capois la mort disant: nous sommes hommes. C'est citer aussi ceux qui proposent de tuer sont les mâles noirs de la colonie, à l'exception des enfants en bas âge. Je reprends ceci pour vous. Citer Capois qui disait: nous sommes hommes, c'est citer aussi ceux qui proposent de tuer tous les mâles noirs de la colonie, à l'exception des enfants en bas âge. Vertières est le bout du tunnel de l'horreur. Le dernier face-à-face entre le racisme colonial et la réalisation concrète du principe de l'égalité des races et de la liberté universelle. Je reprends pour vous. Vertières est le bout du tunnel de l'horreur. Le dernier face-à-face entre le racisme, la barbarie coloniale et la réalisation concrète du principe de l'égalité des races et de la liberté individuelle et de la liberté universelle, disons mieux. Miroir de la défaite et de la laideur pour les uns et pour les autres, un repère historique qu'ils mettront longtemps à édifier. Je reprends. Vertières, c'est le miroir de la défaite et de la laideur pour l'Occident, pour l'homme blanc et pour les autres qui sont les Noirs, surtout les Noirs d'Haïti, les Haïtiens, le peuple bantou, le chef des peuples bantous. Vertières, c'est un repère historique qu'ils mettront longtemps à édifier et qu'ils n'arrivent jamais à vaincre. Oui, personne ne peut vaincre Vertières. L'honnêteté du livre de Le Glonec, son innocence, est d'explorer non seulement le silence de l'historiographie et de la société française sur Vertières, mais aussi les démêlés des couches dominantes haïtiennes, avec un repère symbolique qu'elles hésitèrent longtemps à sacraliser. Pour les élites haïtiennes non plus, Vertières ne fut pas toujours une évidence, comme s'en réclamer n'a pas toujours voulu dire de la part des dirigeants haïtiens. Servir la nation, non leur intérêt propre ou leur tendance dictatoriale, ou leur tendance à être soumis à l'ennemi, à l'Occident, à l'homme blanc. Le livre de Jean-Pierre Le Glonec est un coup de poing dans le silence et la première tentative de donner la place que Vertières mérite à une victoire volée. Préface de Lionel Trujillo, l'écrivain haïtien, dans le livre de Jean-Pierre Le Glonec,
l'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti. À se rappeler, mes chers bien-aimés, nous l'avons vu dans les numéros précédents. Napoléon Bonaparte avait confié une mission au général Emmanuel Charles Leclerc. Et dans cette mission, il y avait pour but essentiellement de rentrer dans la colonie, tout promettre à Toussaint, le tromper pour juste soumettre tous les généraux noirs. Deuxième mission, c'est de tromper encore Toussaint pour pouvoir s'accaparer de lui et de le déporter. Ces deux missions ont été accomplies. Après avoir essuyé deux défaites, la première du 2 février au 24 février 1802, à la ravine à Couleuvre, et la seconde du 4 mars au 24 mars 1802, à Crête-à-Pierrot, Toussaint a essuyé deux défaites. De ce fait, il a été capturé et déporté vers la France. Oui, Leclerc a fait le 2/3 de son chemin. Pour lui, la victoire était sur le point d'arriver. Mais on peut perdre une bataille. On peut perdre deux batailles. Ça ne veut pas dire qu'on perd la guerre. Cette guerre qui a commencé le 22 août 1791 et qui arrivait avec ces deux sanglantes défaites, disons, l'armée française, Napoléon pense que le chemin est grand ouvert devant lui. Mais ces crétins, ce qu'ils ne savaient pas, l'erreur qu'ils ont commis, c'est qu'ils n'ont pas su prendre au sérieux les paroles de Toussaint. En me renversant à Saint-Domingue, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Ce tronc repoussera encore par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. De ce fait, en capturant Toussaint, l'armée française ne fait que jeter de l'huile, de la gasoline même sur le feu. Mais rappelez-vous, je vous avais déjà dit, l'intrépide, l'homme le plus intrépide, incontrôlable, au cours de cette bataille, s'appelle le général Jean-Jacques Dessalines. Et tout de suite, il va prendre la relève, mobiliser ses troupes, organiser ses rangs et mettre à nouveau son armée sur pied. La bataille s'est reprise quelque temps après. Oh, c'est sérieux. La bataille s'est reprise. Et c'est là, avec ce stratège général, notre père Jean-Jacques Dessalines, nous allons assister à la défaite de l'armée française, à l'humiliation de Napoléon et à la fin de la barbarie, à la fin de la colonisation, à la fin de la tyrannie occidentale. Voilà pourquoi nous disons que l'arrestation de Toussaint Louverture provoque le mécontentement de la population. Et c'est alors que Leclerc commet une erreur tactique en lançant immédiatement une campagne de désarmement des Noirs. Ces derniers se méfient de plus en plus et
de juin à octobre 1802, les opérations de désarmement échouent. Mais c'est la question de l'esclavage qui fait basculer la situation. Le 20 mai 1802, Napoléon décide de rétablir l'esclavage dans les colonies françaises. Les Britanniques rendent alors à la France l'île de la Martinique, où l'esclavage perdure tandis qu'il est rétabli par les autorités françaises en Guadeloupe. La crainte d'un retour de l'esclavage à Saint-Domingue provoque la colère chez les Noirs pendant que la fièvre décime toujours l'armée française qui ne compte plus qu'environ 9000 soldats. Lorsque les autorités commencent à désarmer les mulâtres qui s'étaient opposés jusque-là à Toussaint, opposés jusque-là à Toussaint, ces derniers qui sont particulièrement puissants dans le nord s'unissent aux Noirs. Lorsque les autorités françaises commencent à désarmer les mulâtres qui s'étaient opposés jusque-là à Toussaint, ces derniers qui sont particulièrement puissants dans le sud s'unissent aux Noirs. Comme la situation se détériore pour les Français, Dessalines, Christophe, Pétion et Clairvaux conspirent avec les rebelles. Le 13 octobre 1802, Pétion et Clairvaux passent du côté de l'insurrection avant d'être rejoints par Christophe et Dessalines. Le 2 novembre 1802, les chefs rebelles se réunissent à Arcaillet, un petit village au sud de Saint-Marc. Ils élisent Dessalines commandant des forces rebelles et choisissent le drapeau rouge et bleu comme emblème. Le général Leclerc est également frappé par la fièvre. Son épouse Pauline le fait alors transporter sur l'île de la Tortue au climat plus doux, mais il meurt le 1er novembre 1802. C'est le général Rochambeau, le fils du héros de Yorktown. Vous vous rappelez la bataille de Yorktown qui opposait la Nouvelle-France avec qui? La bataille de Yorktown qui représente les États-Unis et les colonies en Amérique du Nord avec ce qu'on appelle l'Empire britannique, le Royaume britannique. On dit que c'est le général Rochambeau, le fils du commandant en chef de la guerre de Yorktown, qui prend alors le commandement des troupes françaises à Saint-Domingue. Sa tâche est compliquée par la guerre qui éclate à nouveau le 18 mai 1803 entre la Grande-Bretagne et la France. Dessalines devient un allié des Britanniques qui fournissent des armes et un soutien naval. Dans le même temps, cette guerre annonce la fin des renforts et des approvisionnements pour les Français. Les conditions sont posées pour un renversement de situation. Les Français tentent de contenir l'insurrection, mais ils sont submergés et ne tiennent plus que Cap-Français, Port-au-Prince et les Cayes. Le 18 novembre 1803, Dessalines, qui dirige les troupes insurgées, remporte la difficile bataille de Vertières qui lui ouvre les portes de Cap-Français. Rochambeau négocie alors la reddition de la ville et les Français reçoivent le droit de quitter l'île sans encombre. Le 4 décembre 1803, les derniers soldats français dans la partie occidentale de l'île quittent le Mont Saint-Nicolas.
Donc, là où la barbarie est entrée à Saint-Domingue, c'est là que la barbarie est sortie. Le 6 décembre, décembre pour décembre, chers bien-aimés, écoutez ceci. C'est là que, lorsque je vais entrer avec vous beaucoup plus approfondi par rapport à ce peuple que les Haïtiens, qui sont les Haïtiens, et à cette terre qu'est Haïti, vous allez comprendre. Le 6 décembre, on même dit 5 décembre 1492, Christophe Colomb rentre avec la barbarie occidentale du christianisme à Saint-Domingue. Et le 4 septembre 1803, l'armée française dirigée par Rochambeau quitte l'île, encore là où ils sont entrés au Mall Saint-Nicolas. Ils sont entrés avec Christophe Colomb au Mall Saint-Nicolas le 6 décembre 1492. Le 4 décembre 1803, ils sont sortis. L'armée française commandée par Rochambeau est sortie. Toujours au Mall Saint-Nicolas. Est-ce que tout ceci, ce sont des coïncidences? Pourquoi décembre et décembre? Pourquoi toujours au Mall Saint-Nicolas? Posons-nous la question. Ce qui équivaut à 311 ans. 311 ans. Il ne reste que petit contingent sous les ordres des généraux comme Ferrand et Kerverseau pour occuper la partie orientale, à savoir ce qu'on appelle la République dominicaine. Ces hommes doivent faire face à un soulèvement espagnol en 1808 et quitter définitivement Hispaniola pour les Espagnols, Saint-Domingue pour les Français, Haïti pour nous en 1809. Ces hommes doivent faire face à un soulèvement, à savoir les généraux Ferrand et Kerverseau. Ils ont quitté l'île définitivement en 1809. Au final, sur les 70 000 soldats envoyés par Napoléon Bonaparte, il ne reste que 15 000 survivants à la fin de la campagne. La campagne qui a commencé le 2 février 1802 et qui a pris fin le 18 novembre 1803. Cette campagne a vu gémir dans les sangs plus de 15 000 soldats français sur 70 000. Et le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti, le premier État noir indépendant sur le continent américain. Le premier État noir indépendant dans le monde entier. Le premier État noir indépendant, la première république indépendante, la République d'Haïti. Le père de la liberté, la vraie liberté. Et non pas comme les États-Unis. Ça, c'est de la vraie liberté. Maintenant, vous allez voir, avec cette défaite de l'armée française, une défaite qui va servir de leçon à la France. Et comme nous l'avons vu au dernier numéro, les maîtres sont devenus maintenant des élèves et des esclaves, à savoir l'Occident, qui doit tout apprendre de nous, en termes de valeur, de dignité, de liberté.
et les esclaves sont devenus les maîtres. Voilà pourquoi Haïti, c'est la matrice de la liberté. Haïti, c'est la bastion de la liberté. Haïti, c'est la terre de la liberté, des droits et d'égalité de tout homme. À Saint-Domingue, la France est confrontée pour la première fois de son histoire à une guerre d'indépendance dont elle n'a aucune expérience, d'autant que les généraux qu'elle envoie dans la colonie ne connaissent que la guerre sur le sol européen. C'est pourquoi lorsqu'on avait vu le numéro précédent, on a vu que durant toutes ces périodes de révolution, ce qui fascine, c'est que à chaque bataille, il y a des stratégies qui rentrent en jeu. Comment vous comprenez que une armée aussi bien structurée que l'armée française, bien organisée, bien équipée, va faire face à une armée indigène, une armée d'esclaves, qui n'ont vraiment pas d'expérience militaire, qui n'ont jamais combattu dans le sens d'aller faire des guerres, comme c'était le cas pour la France, qui a fait la guerre de Valmy, la guerre de Austerlitz, la guerre de Ulm, la guerre de... Vous avez vu toutes ces guerres. Et nous, on a combattu que dans cette guerre, la guerre révolutionnaire, que ce soit au niveau des Amériques, mais particulièrement en Haïti. Donc, les troupes françaises ne sont pas prêtes non plus pour affronter ces nègres qui ont soif de la liberté. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Les Blancs qui étaient à Saint-Domingue recherchaient quoi? La liberté économique. Les mulattes recherchaient quoi? L'égalité avec les Blancs. Et nous ne recherchons que la liberté, le droit de vivre libre. Voilà pourquoi le soldat Philippe Baudouin a déclaré que lorsque les Haïtiens ont repris la Marseillaise entre les mains des Français pour dire aux âmes citoyens que sang impur abreuvent nos sillons, les Français se sentent concernés. Soudainement, ils se sont rendus compte que c'était eux qui ont ce sang impur. Et voilà pourquoi les nègres n'avons rien à défendre. Et c'est pourquoi, en chantant cette Marseillaise, les Français se sont rendus compte que le combat pour la liberté, le combat des nègres, le combat à Saint-Domingue, était un combat noble, était un combat légitime. Il n'y a pas de véritable combat légitime qu'à Vertières. Et c'est pour cela que nous avons vu dans le premier numéro que la bataille de Vertières, c'est la seule vraie et unique bataille qui a été faite pour la cause de l'humanité. Non pas pour l'intérêt d'un peuple, non pas pour aller envahir des pays et s'accaparer de leurs richesses, non pas pour aller et fouiller les pétroles, non pas pour aller fouiller les trous de minerais, pour construire de beaux bâtiments, pour construire vos téléphones, pour aller dans l'espace, pour construire vos autoroutes. C'était pas ça l'idée de cette guerre de Vertières, cette bataille de Vertières. Cette bataille de Vertières, c'était pas pour que un petit groupe s'accapare de toute la richesse et que 90% sont piétinés, maltraités, vivant dans la misère, dans les crasses. C'était pas ça le but ni l'objectif de la bataille de Vertières.
La bataille de Vertières, c'était une bataille qui était faite au nom de la liberté de l'humanité. La bataille de Vertières, c'était une bataille au nom de la liberté de l'humanité. Le droit de vivre à tout homme, à tous ceux qui respirent. Ils ont droit de vivre libre et égaux en droit. C'est ça l'idée de cette bataille. Et voilà pourquoi l'Occident a occulté cette bataille. Voilà pourquoi l'Occident ne met même pas ce mot Vertières dans leur dictionnaire, dans leur encyclopédie. Même sur Word, même sur Google, vous allez taper, vous allez voir, c'est impossible de localiser Vertières. Parce que ça fait la honte de l'Occident. La honte de ceux qui prétendent même enseigner le Christ. Ils viennent avec leur Christ à eux pour exterminer le peuple même de Christ. On dit sur ce n'est qu'à la coûteuse victoire de la crête à Pierrot que l'éclair organise ses forces en colonne mobile et légère. Malgré les faiblesses des Français, malgré ces faiblesses, les Français emportent les 2 premières batailles. On l'avait déjà vu. Mais notamment, c'est sur le plan politique que la guerre est rapidement perdue. L'arrestation de Toussaint, on l'avait dit. Le désarmement des Noirs et des mulâtres. Et surtout, la volonté de restaurer l'esclavage soulève la majorité de la population de l'île, alors que les anciens lieutenants de l'ouverture avaient rallié les Français. La majorité des anciens lieutenants, on dit que la France a perdu des soldats, la France était épuisée, mais la majorité des soldats de Toussaint rejoignaient le camp français. Ce n'est qu'avec une minorité, une toute petite minorité de ceux qui ont resté fidèles, de ceux qui n'avaient que cette option, que cette résolution d'arriver à tout bout de champ à la liberté. C'est liberté ou la mort. La majorité. D'ailleurs, le concept de colon était tellement néocolonialiste. Voilà pourquoi maintenant, vous voyez que ces généraux se sont ralliés à l'armée française. Dessalines n'avait qu'une petite poignée de soldats avec lui. La question de l'esclavage, contre lequel les Noirs s'étaient battus depuis 1791, c'est là le sort de la colonie française. Mais la leçon de Saint-Domingue ne fut pas perdue. Oui. La leçon de Saint-Domingue ne fut pas perdue. Quelques-uns des principaux acteurs de la conquête de l'Algérie avaient fait les premières armes à Saint-Domingue. Lorsqu'on parle de la conquête d'Algérie, c'est dans les années 1835. On dit quelques-uns des principaux acteurs de la conquête de l'Algérie avaient fait leurs premières armes à Saint-Domingue. C'est le cas de Duguay. C'est le cas de Duguay Touas, fils d'une famille de colons de Saint-Domingue, qui organisa et participa activement à la prise d'Alger. Le maréchal Clausel, commandant de l'armée d'Afrique et gouverneur général de l'Algérie en 1835, fut officier dans l'armée de l'Éclair. Quant au général Boyer, commandant militaire d'Oran en 1832, il fut le chef d'état-major de Rochambeau. En Algérie,
il prend soin d'appliquer les méthodes de pacification apprises à Saint-Domingue. Je reprends ceci pour vous. En Algérie, l'armée française prend soin d'appliquer les méthodes de la pacification apprises à Saint-Domingue. Les esclaves deviennent les maîtres et les maîtres deviennent les esclaves des élèves. Quand vous vous vantez à dire « Oh, nous avons des armées organisées, nous avons des armées fortes et puissantes, stratégiques », mais est-ce que vous aurez le courage de dire que tout ce qui fait votre force, vous avez appris ça à Saint-Domingue, en Haïti? Il ne faut pas avoir honte de le dire. Nous sommes vos professeurs, nous sommes vos maîtres, vos instructeurs. Que vous l'admettez ou pas, ça c'est votre affaire. Mais la vérité commence à surgir. Ces hommes semblent, en relançant l'aventure coloniale française, exorciser le symbole l'éclair en appliquant cette fois-ci victorieusement. Parce qu'ils ont appris comment faire à Saint-Domingue. Les indigènes les ont appris comment faire. L'expérience acquise à Saint-Domingue, en Haïti, sur un nouveau champ d'expansion coloniale, l'Algérie, avant le reste de l'Afrique. Et c'est ça qu'ils vont appliquer par la suite pour conquérir l'Afrique. Mais, vous inquiétez pas, vous allez payer. Vous inquiétez pas, je vous le dis, je vous assure. Vous ne resterez pas impunis. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous allons voir la déclaration. C'est une déclaration forte et puissante. C'est une déclaration, je répète, c'est une déclaration forte et puissante. Et je vais vous dire. Dernièrement, je vous ai laissé avec les paroles de Jean-Théodore Descoutis. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que le prêtre, le père Doutêtre avoue. Le père Doutêtre avoue que si le corps des nègres à Saint-Domingue a été soumis à la rude épreuve de l'esclavage, leur âme est demeurée indomptée. Ils s'estiment autant que les maîtres qu'ils servent, et même beaucoup plus. Ça, c'est moi qui ajoute, et même beaucoup plus. Parce qu'on est devenu maintenant les maîtres. Je reprends pour vous. Si leur corps a été soumis à la rude épreuve de l'esclavage, leur âme est demeurée indomptée. Ils s'estiment autant que les maîtres qu'ils servent. Voilà les paroles d'un Français encore, le prêtre Doutêtre, qui a déclaré par rapport aux Noirs de Saint-Domingue, aux Noirs d'Haïti, après leur victoire sur l'armée de Napoléon. Fin de la colonie, fin de la barbarie, fin des ténèbres qui régnaient à Saint-Domingue, des ténèbres qui régnaient dans le monde colonial qui nous a été imposé par l'Espagne, la France, l'Angleterre, le Portugal, les États-Unis. Et maintenant, nous allons voir plus loin avec vous. Dans le prochain numéro, nous allons entrer maintenant pour voir. Dans le prochain numéro, qu'est-ce qui se passe? Dans le prochain numéro que nous allons voir avec vous,
C'est là que nous allons commencer à voir maintenant le prix que Haïti va payer. Et jusqu'à maintenant, le prix que nous sommes en train de payer pour avoir libéré l'humanité. Si l'humanité est libre, nous encore les Haïtiens, nous sommes encore esclaves. Non pas esclaves avec des chaînes, non pas encore esclaves avec les fouets, mais esclaves, que ce soit par la présence encore de l'ennemi qui est parmi nous, qui nous domine intellectuellement, à travers l'éducation, spirituellement, à travers l'église catholique, l'église protestante, et nous domine politiquement à travers les États-Unis, la France, le Canada. L'ennemi est encore là. L'ennemi est encore là. De ce fait, si l'ennemi est encore là, c'est que cette bataille qui a commencé, je dis bien, qui a commencé avec hier, parce que la bataille qui a commencé avec hier a déjà comme 200 ans, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la victoire. On n'est pas encore arrivé à la victoire. La bataille s'est perdue jusqu'à présent. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir, la victoire est déjà assurée. La victoire est déjà assurée. Mais à travers les numéros qui vont suivre, nous allons maintenant vous identifier nos véritables ennemis. Les véritables ennemis. Nous allons vous les identifier. C'est pour cela, dans le prochain numéro, nous allons entamer avec Haïti, ce pays qui continue à expier son péché de dignité. Haïti, ce pays qui continue à expier son péché de dignité. Haïti, c'est l'âme de l'Afrique en Amérique. Si l'homme a pris naissance en Afrique, si l'Afrique est notre terre de naissance, je vous le dis, que vous le croyez ou pas, Haïti c'est notre terre de renaissance. Il est nécessaire et même urgent que nos savants, nos érudits, nos hommes de lettres qui manient les plumes se réveillent et s'accaparent de la réécriture, de la réédition de notre histoire. Car le temps que nous vivons, c'est un temps de tempête. Il est dangereux, il est périssable même de laisser les lignes de notre histoire aux plumes de nos ennemis. Car un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Or, ce que fait l'ennemi, c'est d'effacer les pages de notre histoire. Voilà pourquoi Vétière est effacé dans la page d'histoire de l'homme blanc, dans la page d'histoire de l'humanité. Et c'est cette page, nous sommes en train de réécrire à travers cette page de YouTube. Je vous aime tous, mes chers bien-aimés frères. Que ce soit vous soyez bantou ou noir en général, que vous soyez noir en général ou blanc, que vous soyez d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, de partout, je vous ai dit, cette liberté, cette bataille pour la liberté, ça va continuer. Et c'est pour la cause de l'humanité. Et on va y arriver car ce qui a été promis, ce qui a été prophétisé, s'accomplira que l'on veuille ou non. Je vous aime tous. Haïti, Tribu Lévi,
bonjour et bonsoir. Mets-toi sur tes pieds, car ton peuple t'attend. Le salut de ton peuple dépend de toi. Je vous aime tous. À très bientôt.